Mini-cours prologue numéro 1 sur 5. Aujourd'hui, la grammaire et le modèle d'exécution prologue. Alors, pour la grammaire, on regardera donc côté données, côté programme. Pour le modèle d'exécution, en un quart d'heure, une demi-heure maximum, on essaiera de faire au moins unification-résolution. Et si le temps le permet, retour sur trace, backtrack. Alors, pour la grammaire, donc, il y a d'un côté des données en prologue, comme dans tous les langages de programmation. Alors il y a les entiers, donc ça c'est comme ailleurs, donc une suite de chiffres, donc 648 par exemple. Il y a les chaînes de caractères pour dire bonjour, par exemple, entre double guillemets. Alors, si on le met sous PowerPoint, il faut faire attention parce que sinon on se retrouve avec ce genre de choses là qu'on n'arrive pas à taper dans un logiciel standard. Donc traitement de texte, je veux dire. Donc voilà, ici si on regarde simplement ce qui est en bleu, donc la chaîne de caractères elle commence par des doubles guillemets et se prolonge jusqu'à prochain double guillemets. Donc voilà, alors copier-coller il marche pas super bien, mais bon, on va y arriver à le mettre comme on voudrait. Il y a donc des pourrait y avoir des booléens vrai et faux, true and false. On ne va pas les mettre parce qu'il y a aussi le langage permet d'avoir des constantes utilisateurs qui sont en fait tous les identificateurs qui commencent par des minuscules. Donc par exemple mon nom, donc ça commence par une minuscule, c'est après constitué de lettres, il pourrait y avoir aussi des chiffres, c'est mon nom que je voulais écrire, pardon. Donc ça c'est une constante et ça ne vaut rien d'autre que mon nom. C'est juste un exemple. Il peut y avoir qu'une seule lettre, hein, A, à condition que ce soit une minuscule. Et puis il y a aussi une notion de variable qui est très importante, forcément, sinon on ne travaillerait que sur des constantes. Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Tout vérifier. Les variables en prologue, donc ça ressemble aux constantes, sauf qu'elles doivent commencer par une majuscule. Donc, ma variable, par exemple, ou x, si je veux avoir une variable qui s'appelle x. Attention, on reviendra peut-être là-dessus, les variables donc peuvent prendre n'importe quelle valeur. A priori, donc là, les valeurs des objets qui sont là, 648, c'est la valeur de l'entier 648. La chaîne bonjour, c'est, on verra peut-être plus tard, mais c'est un B suivi d'un O suivi d'un N. Mon nom, par contre, ça n'a pas de valeur particulière autre que mon nom, ou tilleul, par exemple, qui n'aurait que la valeur tilleul, qui est égale à la valeur tilleul, mais qui n'est pas égale à n'importe quelle autre valeur, sur lequel on ne peut pas faire grand-chose, ni addition, ni soustraction, ni quoi que ce soit, alors que sur les entiers, on pourra faire des additions, sur les chaînes de caractères, on ne pourra pas faire d'addition, mais peut-être des concaténations, enfin bon. Donc ma variable, elle n'est pas typée, c'est-à-dire qu'elle est ni caractère, ni chaîne de caractères, ni entier, mais elle peut prendre une valeur qui, elle, sera typée. Et la particularité, c'est qu'en général, donc, la valeur qui est attribuée à une variable, par contre, une fois que la variable lui est attribuée dans une exécution une valeur, cette valeur, elle est figée. Sous réserve que cette valeur, en fait, elle peut aussi comporter, donc si c'est par exemple une liste, peut comporter aussi des variables qui, elles, ne seraient pas encore figées. On verra plus tard, hein. Mais donc ça signifie entre autres qu'on ne pourra pas écrire quelque chose du genre n égale n plus 1, parce que si le n, là, qui est une variable, a une valeur, et que c'est un peu figé, on ne peut pas devenir n plus 1. Bon, on verra plus tard.
Donc j'ai dit, il y avait aussi possibilité d'avoir des listes. Donc les listes s'expriment avec des crochets en début et en fin de liste. Donc ça c'est la liste vide. Il n'y a rien dans cet objet là. Il peut y avoir des listes avec un élément, donc singleton. Donc une liste avec une variable, ou une liste avec un entier, ou une liste avec une chaîne de caractères. Ouais, bon, on va pas faire une liste avec une chaîne de caractères, ou une liste avec une liste dedans, éventuellement une liste vide. Donc là, on a une liste singleton qui a un élément qui est la liste vide. On peut avoir des listes, donc, ça c'est peut-être l'exemple, un peu plus longues qui sont connues. Donc liste comportant les éléments, donc premiers éléments, premiers entiers. Donc on sépare les différents éléments d'une liste par des virgules. Donc liste de longueur. Donc ça c'est le cas d'une liste où on connaît le nombre d'éléments. Et puis quand en fait on veut décrire une liste comme étant quelque chose un peu plus générique avec des variables, donc, et dont on ne connaît pas la longueur, on va utiliser une syntaxe utilisant la barre verticale. Donc ça, qui dit que bon, la liste elle est composée d'un premier élément, donc ça peut être par exemple l'élément 1, et après la barre verticale, la fin de liste. Alors la fin de liste, ici ça doit être une liste, donc ça pourrait être par exemple la liste 2, 3. Ça peut être aussi une variable, tout comme le premier élément aurait pu être aussi une variable. Donc là on a du coup une liste qui a comme premier élément un élément dont on ne connaît pas encore la valeur, mais qui peut être désigné par donc la variable E, et comme fin de liste, une autre liste, se méfier, là le L c'est une liste, ça ne peut pas être n'importe quoi, Jusqu'à maintenant, toutes les variables, j'ai dit qu'elles n'étaient pas typées, cette variable-là, L, par contre, pour que ça ait une certaine cohérence, ça ne marchera que si L est une liste, ça ne peut pas être l'entier 3, le L. Donc liste pas tout à fait quelconque, mais une liste non vide, parce que la liste vide ne peut pas s'écrire comme ça, parce que le premier élément, on aurait du mal à décrire ce que c'est. Mais une liste non vide, quelconque, c'est un premier élément, quelconque, suivi des autres éléments, L. La liste a un seul élément, le singleton, ça sera la liste qui commence par l'élément 3 et qui se termine par la liste vide. Voilà. Mais bon, on ne l'écrit pas comme ça, on l'écrit simplement comme ça, 1, 3. Mais bon, cette notation-là, elle va être importante parce que pour travailler sur les objets, il faudra les décrire sous la forme de variables qu'on pourra manipuler. C'est les variables qu'on va manipuler. C'est au moment de l'exécution, on fournira des listes connues, mais dans le programme, on sera obligé de désigner les choses sous forme avec des variables. Alors, au-delà des listes, on pourrait avoir des tableaux, on pourrait avoir des arbres. On va se restreindre, je pense, aux objets que j'ai définis là. Mais voilà, il existe éventuellement plus de choses. Alors, ça c'était pour les données. Si je vais garder quand même. Donc on va passer à un autre transparent pour les, pour les programmes. Donc, données. Voilà. Deuxième transparent, les programmes. Voilà, ça c'est 1 sur 2. Alors, les programmes.
Alors, c'est un peu différent. Autant la grammaire des langages habituels, elle est assez riche avec des mots-clés, begin, end, for, if, et ainsi de suite. Autant en prologue, c'est assez pauvre, assez minimaliste. Il y a rien de tout ça. Il y a éventuellement les mots-clés qu'on va voir apparaître, c'est des parenthèses ouvrantes, fermantes, des virgules, euh, un symbole un peu particulier, le deux points tirés, le point, euh, et, et puis c'est tout, je crois. Tout le reste, ça va être des variables, des structures de données qui vont apparaître. Donc là, il y a un travail à faire pour pas perdre, pour essayer de retrouver ce qu'on fait ailleurs dans d'autres langages de programmation, parce qu'on aura aussi des boucles, on aura aussi des conditionnels, mais ça va s'exprimer donc avec une façon d'écrire beaucoup plus économique. Donc, le, les programmes donc, sont constitués en fait de plusieurs paquets de règles qu'on appelle aussi des fois prédicats. En fait, qu'on identifie avec prédicat. Prédicat, ça va être une constante qui aura un nom. Donc, un paquet de règles, ça va être un ensemble de règles qui va définir une certaine fonction, une certaine procédure, un certain prédicat, une certaine relation entre des données et des résultats ou entre des données entre elles. Et un programme complet aura plusieurs comme ça, éventuellement, paquets de règles. C'est pour ça que j'en ai mis plusieurs. Donc dans un paquet de règles, un prédicat va être constitué de deux types de règles. Des règles qu'on va appeler faits et d'autres qu'on va appeler, donc ce sont des faits, ce sont des choses qui sont donc qui ressemblent un petit peu aux entrées qu'il pourrait y avoir dans une base de données. Donc il y a un enregistrement qui dit que un tel est le père de tel autre, ou que la factorielle de 0, c'est le factorielle de 1, c'est un des faits. Et puis il y aura donc des règles plus qui seront des programmes qui vont donc entraîner des exécutions, donc qui seront des implications logiques, parce que derrière prologue, hein, il y a donc programmation, et log, c'est logique. Il y a aussi un vocabulaire ou une façon de penser les choses un petit peu avec logique. Donc il y a des implications. Et c'est là où on verra apparaître le deux points tirés tout à l'heure. Ah oui, d'accord, ça c'est sympa aussi. Voilà. Donc les faits, comment ils s'écrivent? Alors les faits, ils s'écrivent de la manière suivante. On doit avoir une constante, c'est le nom du prédicat. Donc mon prédicat, par exemple, si c'est ma constante. Donc constante, ça veut dire que ça commence par une minuscule. Ça pourrait être simplement aussi factoriel. Hein. Je l'invente en tant qu'utilisateur. Suivi de... Alors par contre, il faut pas mettre de majuscules automatiquement. PowerPoint. Suivi de paramètres qui sont entre parenthèses, et puis ça se clôt par un point. Alors les paramètres entre parenthèses, ça peut être donc dire que la factorielle de 1, je disais tout à l'heure, c'est 1. Je peux avoir un deuxième fait. Ce qui m'intéresse, c'est que la factorielle de 2, ça va être, bon, 2, ok. On dirait que c'est l'identité aussi, mais la factorielle de 3, cette fois, ça sera 6. Donc tout ça, c'est des faits qu'on peut ajouter dans un programme qui parlerait de factoriel. La syntaxe, c'est donc un identifiant de type constante, un certain nombre de paramètres, entier, liste, n'importe quoi, et un point. Les implications, ça va être, si on continue sur factoriel, la factorielle d'un nombre n, ça sera un R, si vous entendez bien l'application,
à condition que, enfin, c'est impliqué par le fait que la factorielle, alors là ça va être récursif, mais c'est pas obligé d'être récursif, hein. Factorielle de n-1, ça va être un certain résultat intermédiaire. Donc je mets des majuscules partout parce que ça va être effectivement des variables qui vont, j'espère, trouver leur valeur d'une manière ou d'une autre. Donc ça sera le cas. Donc si la factorielle de n-1 c'est un certain temporaire et puis que ensuite il se passe des choses de telle sorte, alors ça c'est pas la syntaxe de 3 petits points, c'est juste que je vais pas mettre, des choses qui relient R et TMP. Pour l'instant, on n'en parle pas de ce que ça relie. Donc ici, j'ai rajouté une virgule, ça par contre c'est important, c'est-à-dire que si on parle de logique, c'est ce fait-là ou cette procédure-là qui doit s'exécuter et la suite, pour qu'on puisse en déduire, si on parle un peu de la logique, ce fait-là. Donc, s'il n'y avait eu qu'un seul fait, eh ben, ça serait directement avec un point. Au bout de la liste des choses qui sont à vérifier, donc, par exemple la multiplication de TMP et de N, ça doit donner R, bah, à la fin, je l'écris d'une certaine manière, hein, en imaginant que je sais faire, je sais dire ou exécuter une multiplication qui, à partir de deux éléments, donne le produit des deux. Donc l'ensemble de ces choses-là doit être fait pour réaliser la factorielle. Donc bon, au niveau syntaxe, hein, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse dans le paragraphe grammaire. Donc une application, c'est constante avec des parenthèses pour les paramètres, deux points tirés, puis un certain nombre d'autres choses qui sont écrites de la même manière, constante suivie de paramètres, en nombre quelconque, hein, virgule, constante suivie d'autres paramètres. Ici est apparu aussi quelque chose d'un peu spécial, le n-1, là, une expression. Alors, j'ai pas parlé d'expression hein, tout à l'heure dans les données, parce que c'est pas standard en Prolog. Selon la plateforme, on peut ou pas écrire ces choses-là. Sur la plateforme que j'utilise, on peut. J'y reviendrai plus tard, donc quand on parlera d'arithmétique. Donc là, peut-être que pour parler de Prolog de manière générale, j'aurais dû peut-être dire, bon, pour une certaine variable j, et puis cette variable j, j'aurais peut-être dû la trouver en disant que n-1, ça doit donner un certain j, tel que ensuite, on peut l'écrire aussi en passant à la ligne. Alors, j'aimerais bien qu'on passe à la ligne 100. Voilà. Donc ça ressemble peut-être plus à une écriture dont on a l'habitude d'ailleurs. Donc la définition de factoriel, c'est la fonction, la procédure qui exécute d'abord moins, puis ensuite factoriel, puis ensuite mult. Et puis ça, donc ça serait la donnée de départ qui va permettre de calculer un j intermédiaire. Il n'y a pas de déclaration de variable entre temps, c'est déclaré à la volée, qui appellera récursivement sur cette valeur j pour obtenir un certain temp, et puis à partir de temp, on fait d'autres calculs encore pour obtenir R. Donc ça, c'est l'effet, les implications, et puis je reviens peut-être un peu plus haut. Donc un paquet de règles, cette fois sans S, le paquet, c'est des faits éventuellement, des implications éventuellement. Ça serait par exemple dire, on a un premier fait, alors on va pas prendre celui-là parce que c'est pas le plus intéressant, mais factoriel de 1, c'est 1, suivi de la factorielle de quelque chose d'un peu plus général. On va essayer de tenir dans la page. Allez.
mais maintenant c'est plus assez large. Voilà, là. Voilà, donc ça serait un paquet de règles. On va enlever ça. On va indenter pour que ça en fasse l'un de l'autre. Ah bon, on peut pas. Bon, tant pis, on remet ça comme ça. Et ça se lit de la manière suivante. Donc la définition du prédicat du programme factoriel serait composée ici de deux règles. Une première règle qui serait donc quand on cherche la factorielle de 1, bah c'est 1. Et puis une deuxième règle qui dit que quand on cherche la factorielle de n, bah on peut toujours essayer de calculer n-1, puis de calculer la factorielle de cet objet-là, puis de calculer le produit de ça par rapport à multiplié par n. Et on obtiendra le résultat R. Donc voilà. Donc du coup, on a là plutôt une définition d'un ou logique. La factorielle, ça marche avec ça, ou ça marche avec ça. C'est pas forcément un ou exclusif, hein, ça peut être l'un et l'autre qui fonctionnent en même temps, mais c'est le ou de la logique qui existe là. On avait tout à l'heure le et avec la virgule, là on a le ou. Donc si on copie tout ça dans le traitement de texte de base, ah oui, ça c'est sympa aussi, c'est l'avantage d'avoir. Donc, on va y arriver. Des outils super puissants. Bon. Donc, factoriel de 1, ça serait 1. Factoriel de n, ça serait R, sous réserve que le moins de n et de 1 donne j s'exécute correctement. Le factoriel, je disais, de j et ça donne un certain t. Et puis, la multiplication de t et de n, ça donne le R dont on parlait au départ. Voilà. Et là, donc on est sous EDBA, dont l'adresse est que je vous la trouve. Donc connue par Google. Je vous montre. Voilà. Donc ça c'est un programme, et donc un programme peut comporter d'autres règles, d'autres paquets de règles. Ça c'est un paquet de règles. Un autre paquet qui parlerait de moins. Alors là on va pas faire grand chose, hein. C'est juste pour qu'ils me disent que la syntaxe est bonne, et puis il faudrait ici qu'il y ait un autre paquet de règles qui parle de la multiplication. Mais voilà, ça sera un programme où il manque des choses, hein, du côté de la définition du moins, du côté de la multiplication. Mais c'est un programme constitué trois paquets de règles. L'un est un peu défini, les autres ne sont pas très définis. Voilà. Donc voilà pour la définition des programmes. Donc résumé, hein, donner, à part les histoires de listes, c'est assez standard. Se rappeler la minuscule et majuscule pour différencier constante et variable. Puis les programmes, donc il faut avoir des minuscules pour définir, parce que ça, on ne va pas avoir des noms de programmes qui vont être variables. Par contre, en général, avec les programmes, on va faire intervenir des variables, donc on aura des majuscules à cet endroit-là. Et puis donc un programme, c'est un ensemble de paquets de règles. Les règles peuvent être de type fait, implication, et du coup le paquet de règles, si on un paquet de règles, ça sera un ensemble de règles, soit fait, soit implication. Alors, comment ça marche? Le modèle d'exécution. Donc, avant ça, donc il y a peut-être au moment où on veut exécuter les choses, donc le programme qu'on veut exécuter, ce qu'on exécute, on appelle ça une requête. Donc ça vaut peut-être le coup de
d'en parler 2 secondes. Donc une requête, c'est demander par exemple, est-ce que on peut exécuter. Alors là je mets un symbole parce que des fois c'est ce qu'on trouve sur certains prologues, mais c'est pas important, c'est donc le fait qu'on pose une question là. Hein, ce qui est important, c'est donc la requête, ça va être par exemple demander est-ce qu'on peut calculer la factorielle de 5, et on donne la variable qui sera un résultat, qui devrait être le résultat, mais on aurait pu poser la question est-ce que la factorielle de 5 c'est bien 120, si je ne me trompe pas, ou est-ce que c'est 100 aussi, ou est-ce qu'on peut me donner le n tel que la factorielle de n c'est 100. Alors là c'est beaucoup plus large que ce qu'on fait en général avec le langage de programmation. Hein. En général, avec un langage de programmation, on a pensé son programme pour qu'il puisse donner le résultat factoriel de 5 dans la variable n, et pas factoriel de 5 dans la variable, enfin dans la constante 100. En général, ça plante, et encore moins donc factoriel de n%, qui de toute façon risque de poser problème pour donner un résultat si on est sur un programme de factoriel entier. Mais bon, ça on verra plus tard. Mais donc au niveau syntaxe, une requête, c'est donc comme si on demandait si un fait existe. Est-ce qu'il y a un fait qui existe de type factoriel 5n? Et en général, ce qu'on attend, c'est qu'ils nous répondent soit oui, et en général, il nous dira dans ce cas oui, sous réserve que n égale 120, soit, par exemple pour 100, ce qu'on voudrait qu'il nous réponde, c'est que non, il n'y a pas de n entier, ou il n'y a pas de n dans le programme qui a été défini, qui permette de donner une factorielle égale à 100. Alors, malheureusement, il ne nous répondra pas ça, il ne nous répondra pas non, il n'y a pas possibilité d'avoir de programme qui fasse ça. La réponse ne sera pas très loin, hein. Il dira j'ai échoué, quand ça se passe bien. Hein. Il nous dira j'ai échoué à trouver un nombre n, j'ai exécuté le programme tel que je pouvais l'exécuter, puis j'ai pas réussi à tout exécuter sans problème. J'arrive à des échecs, donc je sais pas. Bon, je n'arrive pas à prouver que la factorielle, qu'il existe un n tel que sa factorielle soit égale à 100. Donc il dit échec. Sur la demande tout à l'heure 5 120, alors ce qu'il va répondre là par contre c'est oui, le programme réussit. Alors il répond, il a pas, il pourrait répondre, je sais pas, quelque chose du type oui, j'ai réussi. Hein, il n'y a pas de variables qui sont à connaître. Bon, des fois c'est ou ok. Bon, là il répond donc avec toujours l'arrière-plan logique. Il répond oui, ça marche. J'ai réussi à prouver que le programme s'exécute avec factoriel 520 et réussit dans dans son exécution sans problème. Donc, ce qu'on se rappelle ici, c'est simplement la notion de requête, hein, c'est un fait dont on demande la validité. Donc, comment ça se passe pour trouver la validité? Alors, il y a une étape intermédiaire qui va être exécutée plusieurs fois, c'est de savoir si, donc dans la base de règles, dans le programme, base de règles, paquet de règles, donc là c'est la base de règles, base de prédicats. Il s'agit de savoir si la requête ou quelque chose qui ressemble à la requête peut être appliqué. Alors, typiquement, c'est la question de savoir si est-ce qu'on peut avoir une façon d'écrire les variables, parce que les variables, quand elles sont encore inconnues, qui correspondent à ce qu'on peut. Alors, donc, par exemple, est-ce que on peut avoir une égalité entre... donc ça, c'est pas du prologue non plus, c'est moi qui l'ajoute pour trouver que le fait qu'il y a dans ma base de règles, hein, tout à l'heure j'ai mis qu'un seul fait au final, un factoriel 1,
correspond à factoriel 5,20. Alors, comment il fait pour voir si ça s'unifie? Il regarde le début. Alors, le début d'un côté et de l'autre, c'est factoriel, donc ça va. Ensuite, il regarde s'il y a le bon nombre de paramètres. D'un côté et de l'autre, il y a 2 paramètres. Et puis après, récursivement, il refait pareil avec chaque paramètre. Bon, donc là, il regarde si 5 et 1, c'est pareil. Il se trouve que là, c'est pas pareil. Donc, l'unification ne marchera pas. Mais il se posera aussi la question, est-ce que factoriel de 520 peut s'unifier avec, alors pas toute la règle, mais la partie gauche de la règle. Hein, donc la partie avant le deux points tirés. Donc, ça. Donc quand il fera ça, il regardera si, pareil, factoriel d'un côté, c'est bien factoriel de l'autre. Si ensuite il y a même nombre de paramètres, ce qui est toujours le cas ici, et puis si le premier paramètre, récursivement, s'unifie avec n, le deuxième paramètre s'unifie avec r, et ainsi de suite. Donc là, il dira, oui, à condition que n égale 5, et puis r égale 120. Donc ce mécanisme d'unification remplace, transforme les constantes, remplace les variables en des constantes ou en des valeurs, ou s'il y avait eu ici 2 variables, impose que 2 variables aient la même valeur plus tard. Donc à partir de ce mécanisme d'unification, qu'est-ce qu'il fait? Donc il part de la requête, qu'il appelle aussi résolvante. Donc c'est l'ensemble des faits, des choses qu'il doit exécuter, qu'il doit prouver, qu'il doit résoudre. C'est l'ensemble des preuves qu'il doit arriver à montrer. Donc au départ, la résolvante, elle est constituée a priori que d'un seul fait, mais éventuellement on aurait pu mettre, mais bon, en général j'utilise très rarement, ou quasiment pas. On peut mettre plusieurs faits à prouver, séparés par des virgules. Donc là, je fais pas. Bon, mais au départ, donc la résolvante, elle n'a qu'un seul fait. Et puis, donc, on regarde dans la base de faits, là, il n'y avait que 2 faits, mais il pourrait y en avoir d'autres. S'il y a des faits qui s'unifient, et s'il y a des faits qui s'unifient, au niveau de la partie gauche, on remplace le fait par la partie droite. Donc, dans notre cas-là, ça va donner la chose suivante. On part de factoriel. Donc la résolution, une étape de résolution, c'est une unification, un remplacement, une réécriture de la résolvante. Donc, première étape, si on avait posé la question factorielle de 5 et de n, je vais regarder ce que ça donne l'unification ici. Alors, on va pas prendre 5 et 120. Alors, il y a des soucis de renommage de variables. Hein. Les n et r qui apparaissaient dans la règle tout à l'heure, de ce côté-ci, c'est lié seulement à l'écriture du programme ici. C'est des variables qu'on peut appeler muettes. J'aurais pu les appeler mon entier, mon résultat, sous réserve de changer ici tous les R en mon résultat. Donc là, pour ne pas avoir de problème de captage de noms, je vais utiliser des variables de noms différents. Mais il y a effectivement des petits soucis à résoudre quand on regarde ça précisément. Donc là, est-ce que factoriel 5x s'unifie avec factoriel nr? Oui, il faut que n fois 5 soit égal à 5, et puis que x soit la même chose que r. Donc, du coup, la résolution, est-ce que je peux la faire sans que ça déborde trop? Ça va, on passe de la résolvante 5n à, ça va enlever, ça ne sert plus à grand chose.
à une nouvelle résolvante où on va remplacer donc après unification, le 5x va, donc comme c'est pareil que factoriel nr, et que factoriel nr c'est vrai si et seulement si, on a ça qui est vrai, eh bien, on va remplacer le factoriel nr, donc le factoriel 5n, avec la condition que n égale 5, x égale r, par tout ça. Donc n égale 5, c'est-à-dire que ici je peux mettre 5, ici je peux mettre 5, le x égale r, ben, c'est-à-dire que, pardon, je partais de factoriel 5 et x. Donc ben, là où j'ai le r, je dois mettre un x. Et voilà. Première étape de résolution, ben, je suis passé de factoriel 5x à demander l'exécution de moins 5 1j, factoriel j tmp et mult tmp 5x. Et ben, les étapes suivantes, c'est la même chose, sauf que bon là, tout à l'heure, on n'avait qu'un seul fait dans la résolvante, un seul prédicat. Maintenant, on en a plusieurs, 3. Ben, on va prendre le premier et on va essayer de l'unifier et d'exécuter. Et une fois qu'on aura fini, on continuera avec la suite. Alors probablement, hein, si moins est bien écrit, moins ça marchera à condition que j égale 5 moins 1, 4. Donc il y aura une condition du type j égale 4 qui va apparaître comme ici. Et donc il restera dans la résolvante. À l'étape suivante, tout ça avec j qui sera remplacé par 4. D'accord? Et puis donc factoriel, alors ça serait bien de continuer une étape de plus. Donc hop, là je vais faire un peu de nettoyage là. Factoriel donc va se réécrire lui-même en la même chose que là. Alors je préfère le récupérer ici. Mais sauf que bah, le n ça sera plutôt 4. Et puis que on va avoir peut-être donc le n ça sera 4. Donc ça heureusement que c'est la machine qui le fait de manière un peu plus précis que moi, parce que moi je risque de me tromper. Ce TMP là, attention, pas à confondre avec celui qui est là. Celui qui est là en fait, c'est celui qui aurait dû être là, donc la TMP. Et puis pour pas se tromper là, on va renommer cela TMP TMP Z, TMP Z, voilà. Sachant qu'il ne faut pas oublier que dans résolvante, il y a ça qui s'est réécrit, mais que la suite de la résolvante, elle existe encore. Ouais, ce serait bien que ce soit sur la même ligne. Est-ce que ça va marcher? Voilà. Donc la résolvante, après, elle comporte la calcul de 4 moins 1, 3, calcul de la factorielle de 3, puis la multiplication par 4, puis la multiplication par 5. On voit arriver le calcul de la factorielle ici. Voilà, et la résolvante, étape par étape, donc arrive à exécuter le calcul de la factorielle. Conclusion, rapidement, puisque on ne va pas avoir le temps de faire trop ce que je disais. Donc on a vu la résolution, le modèle d'exécution, si on enlève, donc ça c'est modèle d'exécution 1 sur 2. Modèle d'exécution, allô, voilà, 2 sur 2, si on a le temps, mais on n'a pas le temps. Il restait quoi si le temps le permet? Retour sur ça et ça. Donc c'est quoi ces choses-là? Qu'est-ce que j'ai laissé passer qu'il faut prendre en compte? Et ce qu'il faut prendre en compte, c'est que dans la règle, ici, il peut y avoir dans un paquet de règles, il peut y avoir plusieurs règles qui sont unifiables, donc qui peuvent s'exécuter. Et il faut, on va les exécuter dans l'ordre, mais du coup, à la fin d'une exécution, en ayant exécuté la première règle qui s'applique, toujours la première règle qui s'applique, toujours la première règle qui s'applique. C'est ce qui s'est passé à peu près. Là, la première règle qui s'applique, en tout
cas la première règle du paquet de règles ne s'appliquait pas, mais la deuxième s'appliquait. Là, le moins, on ne sait pas comment c'est passé, mais là, pareil, c'est pas la première règle du paquet de règles factorielles. Tiens, factoriel, j'ai mis 2 élèves. Là, il n'y a pas besoin. Qui s'applique. Il y a peut-être d'autres exécutions qui auraient été possibles. Eh bien, dans les moteurs Prolog, en fait, au bout d'une exécution, ce qui est fait, c'est on revient sur les règles qui n'ont pas été exécutées. Donc, on regarde, à la place de la première règle, qu'est-ce qui aurait donné l'exécution de la seconde règle. Et on repart dans une autre branche de l'arbre d'exécution pour voir s'il y a d'autres résultats qui apparaissent. Alors, je vais peut-être essayer de chercher. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, je vais essayer de vous montrer un arbre d'exécution un peu plus large. Alors, où est-ce que j'avais mis ça? Ici, donc, on retrouve ici donc un paquet de règles qui s'appelle analyse. Attention, il y a aussi analyse S, qui n'est pas pareil que analyse tout court, et puis analyse T, puis analyse E, et puis donc une requête. On voudrait analyser cette chose-là, et voilà ce que ça donne. Donc l'arbre, vous voyez, on voit l'arbre, effectivement un arbre un peu grand, et regardez de plus près, c'est pas forcément en plus grand. Donc en plus grand. Plouf, 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 plouf. On ne peut pas aller plus loin. Donc, première tentative d'exécution en utilisant les premières règles. Donc, on a une première façon d'exécuter. Alors, donc ça, c'est l'arbre d'exécution. Il y a un endroit où il y a un échec. Il n'y a pas de règle qui s'applique, où il faut qu'il y ait deux choses qui soient égales alors qu'elles ne sont pas égales. Donc, on revient à un moment de la résolvante plus haut, et puis on essaye de la deuxième règle pour voir si elle s'applique. Alors, je vais revenir pour essayer de voir si on peut en parler un tout petit peu plus. Donc voilà, donc ici, analyse E, donc c'est ça la première chose de la résolvante qui apparaît. Donc analyse E, si je regarde ici, voilà, il y a, alors, attention à la notation, elle n'est pas terrible. Il y a une première règle qui dit, donc analyse E, ça marche à condition qu'il y ait analyse V. Et puis une autre règle qui dit, ça marche à condition qu'il y ait un M qui est égal à autre chose, et puis qu'il y ait d'autres analyses qui se fassent. Et puis je ne sais pas s'il n'y a pas encore d'autres choses qui n'ont pas été récupérées. Ah oui, non, ouais, bon. Et donc il y a plusieurs règles qui analysent E. Ah oui, c'est peut-être celui qui est en dessous alors. Il faudra que je réécrive ces choses-là. Non, c'est autre chose. Bon. Mes conclusions, donc si la première règle d'analyse E ne marche pas, on va essayer avec une autre règle d'analyse E. Et puis éventuellement une autre règle, si on avait une autre règle d'analyse E. Et puis si toutes les règles d'analyse E ne fonctionnent pas quelque part, ou si toutes les possibilités ont été explorées sans succès, ou avec succès, on revient quand même en arrière, et puis à un moment où la résolvante était moins développée, on regarde si analyse T n'avait pas d'autres règles qui peuvent s'exécuter. Donc ça, c'est le backtrack, et ça donne du coup la notion d'arbre d'exécution qui, heureusement, est surtout existe surtout en mémoire et pas sur le papier, parce que, comme vous voyez, c'est assez monstrueux pour un petit morceau d'exécution. Pas tout en plus. Voilà, très court sur retour sur, donc ça s'appelle backtrack, recours sur trace, backtracking et arbre d'exécution. Fin du premier petit cours sur Prolog, grammaire et modèle d'exécution.